Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h-21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. Merci beaucoup de nous retrouver dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Vous nous écoutez depuis le début du mondial, tous les soirs à partir de 20h pendant une heure. On décrypte la Coupe du Monde et forcément ce soir on se retrouve avec le sourire forcément, parce qu'on va garder le sourire et on le garde toujours sur Sud Radio, mais une pointe d'amertume parce que les Bleus ne sont plus dans cette compétition. Ils ont été éliminés par l'Espagne, peut-être par plus fort. On va se poser la question et autour de la table je retrouve Nabil Djellit. Bonsoir Nabil. Bonsoir à tous. On garde le sourire, Nabil. Éliminé, je parle pas du fait que j'ai fait un footing avant de venir ici, mais éliminé quoi, tout simplement. Allez, là avec cette canicule vaut mieux éviter, parce que je suis sûr que ça peut être compliqué le soir même de faire une émission après un footing. Comment vas-tu mon cher Emmanuel Galasso? Écoute, je vais bien, comme un lendemain de défaite, mais la nuit a été courte. Voilà, on va en parler. C'est une déception sans être une déception. Il y a une forme de fatalisme. Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup qui le disent. Effectivement, une forme de fatalisme. Mais avec Éric Blanc, qui, je suis certain, a affiné ses analyses, parce qu'on va avoir besoin de toi ce soir, Éric. J'en sais rien, mais c'est pas fini. Il reste un dernier match. Je suis désolé, même si tout le monde. Une petite finale. Oui, on est éliminé, c'est clair. Tout le monde s'en fout, sauf Mbappé, je pense, et le perdant. Pourquoi ? Parce que si l'Argentine perd, ça sera l'ADER de Messi. Il y aura quand même le meilleur buteur de la Coupe du Monde en jeu. Ça peut être Mbappé contre Messi à 8. Donc il peut se passer quand même des choses, même si la déception est très présente. Tu restes concentré, Eric, il travaille surtout pour la FIFA, c'est le bras droit de Gianni Infantino. Il est capable de tout vous vendre, même des matchs sans aucun intérêt. C'est un produit FIFA, et Eric très fort là-dessus. Et ce soir, il y a Angleterre-Argentine, du coup la deuxième demi-finale, c'est à 21h. Et évidemment qu'on aura un œil dessus après l'émission, et qu'on en parlera dans les tontons du mondial demain. Allez, vous avez le sommaire, je vais vous le donner quand même avant de l'avoir. L'élimination des Bleus, est-ce que c'est une surprise ou pas? Voilà, parce que beaucoup se sont enflammés. Moi j'en ai fait partie, très clairement. J'ai été pris par cette équipe, et on va se poser la question autour de la table. Est-ce qu'on a été trop loin finalement dans notre optimisme? Catastrophe à Dallas. Qui est responsable? Didier Deschamps, les joueurs, ou tout simplement l'adversaire trop fort? Et Deschamps est-il mort avec ses idées, son coaching? On va un peu décrypter tout ça, et pourquoi a-t-il agi de cette manière? Voilà, on va se poser les vraies questions sur Sud Radio, et on terminera avec un penalty de Manu qui va un peu ouvrir sur le futur. Le futur, le remplaçant a priori, sans beaucoup de suspense, de Didier Deschamps, qui est Zinedine Zidane. On va faire des adieux et souhaiter une bienvenue. Donc voilà, à voir ce que ça laisse présager pour la suite. Ouais, Didier Deschamps qui va donc avoir comme successeur Zinedine Zidane, qui devra donc faire mieux que lui. Didier Deschamps, ça peut être compliqué, et en même temps, quand on voit comment s'est terminé ce mandat de Deschamps, on verra si il pourra faire mieux. Allez, on enchaîne avec l'élimination. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Les tontons du mondial, l'échauffement. Alors, surprise ou pas surprise, Emmanuel Galasso, à la fin du match, quel sentiment avais-tu? Est-ce que autour de toi on se disait c'est normal, ou est-ce que on se disait on les voyait champions du monde, et finalement sortir en demi, c'est pas normal? Non, pas une surprise pour te répondre, Joseph. Je le dis sans être Nostradamus depuis le début de la compétition, on ne peut pas être champion du monde sans un équilibre collectif. Et la vérité, c'est que Didier Deschamps n'a pas trouvé cet équilibre collectif ni avant, ni pendant, même si on y a cru un moment pendant la compétition. La stratégie de Deschamps, ça a été le tout pour l'attaque. Alors le tout pour l'attaque, c'est bien, ça fait rêver le grand public. D'ailleurs, on a une équipe de France peut-être plus populaire que jamais, donc on peut reconnaître au moins que ça a créé un engouement et que ça a eu cet effet bénéfique. Mais c'est une stratégie trop limitée pour être champion du monde. Et hier, on l'a vu, sans entrer dans le détail, mais les stars de notre attaque ont failli, et dès qu'individuellement on a des faillites sur notre point fort qui était l'attaque, qu'est-ce qui se passe? Le château de cartes s'effondre, et les Espagnols, ils sont pas fous, ils jouent sur nos faiblesses. Donc le milieu, un château en Espagne quoi. Exactement, ils jouent sur nos défaites, sur le milieu et sur les latéraux. On a pris l'eau, on a été noyé. J'avais fait le parallèle avec l'Aqua Boulevard. Là, les Espagnols, ils ont pris l'accès VIP familial, ils ont fait tous les toboggans plusieurs fois, ils se sont régalés, ils ont passé une super soirée, et ils nous ont donné une leçon de football. Ce match, on le joue 10 fois, on le perd 10 fois. Et oui, moi ce qui m'étonne, c'est l'excès de confiance. Il y a eu un excès de confiance autour de cette équipe de France, dans l'environnement équipe de France, l'environnement médiatique, et il y a une part de responsabilité des médias qui ont un peu fait ce jeu-là. Et voilà, je comprends pas moi cet engouement quand on voit le parcours qu'a eu les Bleus. Il y a eu que des nations, sans leur faire offense, plutôt de seconde zone. On n'a pas été face à à des gros clients, à des gros morceaux. Et pour moi, pour être sûr de sa force comme on avait l'air de l'être, il faut quand même avoir été
dos au mur, il faut avoir réussi à sortir la tête de l'eau, ce qu'on n'a pas fait. On a boxé des poids légers. Donc quand tu boxes des poids légers, tu gagnes ta confiance en toi, mais ça raconte pas grand-chose sur ton niveau. Équipe de France Tony Yoka. Exactement. Ouais. Et hier on a ce qu'il faut éviter, c'est d'être lourd. Exactement. Hier, on a affronté un poids lourd, l'Espagne. On s'est pris un KO technique dès le premier round. Donc éliminé par l'Espagne en demi-finale, c'est pas une surprise et la France est à sa place en étant éliminée en demi. Nabil, surprise ou pas, excès de confiance ou pas? Alors qu'on puisse être battu par le champion d'Europe en titre, une des meilleures nations au monde, probablement la meilleure nation du 21e siècle, 2008, 2012, 2024, ça c'est pas quelque chose qui est forcément surprenant. Ce qui est surprenant, c'est la manière en fait. Et ensuite, les choix qui ont été faits, ça a été le plan de jeu de l'équipe de France. Donc, s'il avait changé avant ce match-là, on aurait dit qu'il serait renié. Ce qui est en revanche surprenant, c'est le manque de réaction, le manque de management, le manque d'ajustement. C'est surtout ce qui s'est passé pendant le match. Tu peux perdre, mais pas perdre comme ça. Tu peux pas perdre en étant spectateur. Tu peux pas perdre une demi-finale de Coupe du Monde en étant surclassé techniquement, tactiquement par une équipe qui était probablement supérieure collectivement, mais que normalement tu dois être capable de matcher. Pour moi, la surprise, elle se situe plutôt à ce niveau-là. Le fait qu'effectivement, on est rentré dans un bloc opératoire après le but sur penalty. Ils nous ont mis un coup d'anesthésie. On est ressorti 2 heures plus tard, à moitié KO, sonné. Et ils nous ont anesthésiés. Pourquoi? Parce que l'Espagne, on connaît leur modus operandi, on connaît leur logiciel. Ils ont récité leur solfège. Ils ont des joueurs aussi qui se sont mis à un niveau de ballon d'or comme Rodri. Alors, je dis avec beaucoup d'humour. Eux, hier, ils avaient Rodri, le ballon d'or. Nous, on avait Tchouaméni, le ballon dehors. Voilà. Donc, c'est ça la surprise. Maintenant, être battu par l'Espagne, moi, je faisais pas partie non plus de ceux qui disaient ça va être facile. Ça va être facile. Évidemment, il faut respecter cette nation. Mais alors après, pour répondre très vite à ce qu'a dit, t'avais annoncé 70% de chance pour l'équipe de France. Oui, sur 70% de chance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on joue 10 matchs, on peut dans mon esprit, on pouvait en gagner 7. Ils pouvaient en gagner 3. Ils ont gagné un des 3 hier. C'est comme ça le football. Tu gagnes pas à tous les coups. Et eux, ils ont fait tout pour gagner un des 3 hier. Mais pour répondre à ce que t'as dit. Alors sur le microcosme médiatique un peu surconfiant et tout, je suis assez d'accord avec toi. Après, on peut pas empêcher les gens de vouloir kiffer, on peut pas empêcher les gamins de se dire j'aime Mbappé, j'aime Olisier, j'aime Dembélé. Ils en ont rien à cirer. Un gamin quand il voit Dembélé mettre un triplé contre la Norvège ou l'Irak, il est content, il est heureux, ouais. Et il faut les laisser vivre leurs émotions. Comme moi il y a 30 ans, je vivais mes émotions avec d'autres joueurs. Donc moi qu'on soit que cette équipe elle a eu un succès d'estime, qu'elle a été populaire, franchement, tant mieux. Et à la fin, il y en a un seul qui gagne. C'est pas nous. C'est dommage. Mais il y a quand même aussi des motifs de fierté et tout n'est pas à jeter. Eric, est-ce que tu as, toi aussi, ressenti une forme d'excès de confiance? Et est-ce que tu trouves que c'était normal? C'est vrai, je rejoins assez Nabil pour dire qu'il y a des moments où on était dans la vague de cette équipe de France. C'est difficile d'avoir des regrets aujourd'hui, d'avoir été porté et de leur avoir fait peut-être presque trop confiance. Oui, enfin c'est dur après de passer derrière 2 très bons chroniqueurs. Ils ont tout dit. Moi je vais pas rajouter grand chose. Mais c'était une surprise pour toi. La seule chose, ils nous ont anesthésié puis on a terminé au Père-Lachaise. Ça c'est la réalité. Après moi ce que je vois c'est plutôt Sanchez que la chaise. Après moi je dis cette équipe espagnole, on savait qu'elle était dangereuse, elle est organisée. J'ai aimé les mots de La Fuente, l'entraîneur espagnol. Bon, il a dit les meilleurs joueurs du monde ont perdu contre la meilleure équipe. Donc on en revient aussi à ce que disait Enrique, le collectif. Rappelez-vous, Mbappé s'en va, il a dit j'aurai 4 joueurs à 15 buts, ça me fait pas peur, tout le monde a rigolé, il a réussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'estime qu'on a et même l'enthousiasme qu'on a eu sur les 4 galactiques, le seul problème c'est que les 4 ont été des fantômes. Et les statistiques de tous les ratios sont catastrophiques. L'équipe de France qui a la meilleure attaque du monde, qui a la meilleure attaque de la Coupe du Monde d'ailleurs, 0,30 expected goal, ça veut dire occasion, il n'y en a pas eu, c'est hallucinant. Juste pour vous donner un chiffre, devant le Paraguay, 0,14. Le Paraguay, nous 0,30. C'est-à-dire que on est passé au travers dans les grandes largeurs et tout le monde. C'est le nombre de buts attendus par rapport au nombre de occasions. Voilà, la surprise elle est là, c'est que on n'a pas su jouer en équipe. Après chacun a fait un peu ce qu'il pouvait. On a pris l'eau, le milieu de terrain. Mais ça t'a surpris toi, cette équipe de France et cette image-là? Non, moi je ne pensais pas qu'on coulerait à ce point-là. Voilà. Mais après qu'on perde devant l'Espagne, moi je vois Barcelone jouer, je vois les Espagnols jouer. J'ai ressorti les stats hier soir de La Fuente, c'est 3 victoires, 3 défaites, plus de 30 matchs gagnés. Ils n'ont pas perdu depuis 24. C'est une armée en marche. Avant le match, on n'avait pas mis tout ça assez en avant.
après, regardez, quand ils changent les joueurs, rien ne change. Pedri à la place de Ruiz, Merino à la place d'Olmo, ça tourne, ça joue pareil. Il y a un ADN, il y a une formation, ça fait 20 ans. Depuis 15-20 ans, ils ont décidé de jouer comme le Barça ou la Grande Espagne, 8, 10, 12, Europe, monde, Euro. Voilà, ils continuent, ils en sortent. Et en ce moment, il y a des gosses de 14-15 ans, on connaît pas leur nom, ils vont suivre. Arriver, la vraie question, c'est se poser, c'est que la France doit maintenant réfléchir autrement que, pour moi, ce que la fédération et même Deschamps a fait, ça veut dire Deschamps, un pragmatisme, on s'adapte, 18, 22, toutes les compétitions, je m'adapte à l'équipe, je bricole, une vraie mais politique j'ai fédérale, pas d'identité de jeu. Ouais. Alors, ça suffit pas pour gagner, mais le jour où tes stars sont pas là, une stat, Olysée a fait une passe à Mbappé. Ouais. C'est parlant, ton meneur de jeu, ton fameux qui est passé au travers, on l'a pas vu. Eh ben, il a fait qu'une passe à Mbappé. Donc voilà, c'est un fiasco. Voilà. Mais bon, maintenant, il faut repartir. Zizou a ses idées. Il garde quand même un certain nombre de joueurs qui vont continuer, bien entendu. Oui, et après, on verra. Et derrière, il y a des Il nous jeunes avait qui promis qu'il avait rien à dire derrière nous, mais finalement, il y a faut des pas le lancer. Non, mais Faut chez pas poser une question. mais chez les U20 et ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques, il y a encore du réservoir. On a un énorme réservoir. Ouais. Quand il voit un Dodan face à lui, Eric Blanc, il accélère. Non, mais là où il a et du coup, ça le propulse il complètement. percute, c'est John Alomou. Là où il a raison, Avec 40 kilos de moins, je vais faire peur à personne, je te rassure. Si je vais sur la ligne d'affrontement, je retourne dans mon embut, avec 2 épaules cassées. Là où il a raison, Eric, c'est sur en fait l'Espagne, c'est un foot, c'est un football. C'est-à-dire que les mecs, ils sont 11 sur le terrain, t'en fais rentrer 3, 4, 5, ils parlent tous la même langue du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc il peut pas y avoir un caillou dans la chaussure. Nous, on a un caillou dans la chaussure parce qu'on a un football, et ça date pas d'aujourd'hui. C'est une question de choix, de formation très jeune, basée sur les talents individuels. Donc quand tes talents individuels, et Dieu sait qu'on en a dans cette sélection, ils sont au top, tu peux rouler sur tout le monde. Mais dès que t'en as 1, 2, et là il se trouve qu'on avait les 4 qui commencent à faillir, là tout coule, le navire coule. Alors que l'Espagne, tu sors Oyarzabal, tu mets Baïnia, tu fais rentrer Nico Williams. Enfin, on a l'impression qu'ils sont tous interchangeables, alors que c'est des niveaux fluctuants, c'est des styles même différents, mais ils parlent la même langue. Et là, il y a une question qu'il va falloir se poser à l'avenir, c'est comment créer notre propre identité, ne pas se détacher de nos talents, parce qu'on a la chance d'être le pays le plus exportateur de talents. On va quand même pas s'asseoir dessus, mais comment arriver avec ces talents à créer une identité de jeu dès les plus jeunes générations, pour arriver avec, au final, et là, je pense qu'on pourra devenir complètement injouable, un mélange d'esprit commun de foot et de talent qui continue de sortir des jeux. Allez, on reste ensemble dans les tontons du mondial sur Sud Radio et on va se poser la question, qui est responsable de cette défaite? Alors bien évidemment, la responsabilité est un mot très fort ici, on va mettre personne au pilori, mais quand même se poser la question, comment on en est arrivé là? Est-ce que ce sont les choix de Didier Deschamps, le sélectionneur? Est-ce que ce sont les joueurs? On a beaucoup parlé par exemple de Lucas Digne qui a causé le premier penalty de l'Espagne. Aurélien Tchouaméni a beaucoup aussi été critiqué, ou d'autres joueurs, ceux de devant, Olysée, Ousmane Dembélé, voilà. Est-ce que ce sont globalement les joueurs, leur qualité technique qui a été assez piteuse sur ce match-là, ou alors, on en a parlé aussi, l'Espagne, l'adversaire tout simplement. Est-ce qu'on aurait été battu, quoi qu'il en soit? Est-ce que la meilleure équipe du monde a battu les meilleurs joueurs du monde? À tout de suite dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Sud Radio Toulouse. 101.8. Sud Radio. Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h, 21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. On est ensemble dans les tontons du mondial sur Sud Radio. On décrypte pourquoi est-ce que les Bleus sont aujourd'hui hors de la compétition, hors de leur Coupe du Monde. Elle leur a été promise. Eh bien, ils ont été éliminés en demi-finale par qui? Par l'Espagne. L'Espagne 2-0. Les Bleus surclassés. Ils n'ont pas vu le jour. Très peu d'occasions. Peut-être une, peut-être deux si on pinaille un petit peu. Mais un match véritablement difficile. On finit la tête basse et on rentre du côté de Paris. Pas encore, parce qu'il y a une petite finale contre l'Angleterre, contre l'Argentine. D'ailleurs, je vous conseille de réécouter l'émission dès que vous pourrez. C'est justement pour ce passage qui est, à mon avis, le passage de cette Coupe du Monde. Après, samedi soir, quand il y aura cette petite finale, c'est samedi ou vendredi? Vendredi. Non, samedi, la petite finale. Juste une chose, si c'est France-Argentine,
je vous annonce, plus de 14 millions de Français vont regarder. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Eric, si c'est France-Angleterre, tu fais quoi samedi soir? Moi, je regarde. Il regarde tous les crunchs, toute la journée, il enchaîne les 10 derniers crunchs. Et il veut voir des Français écraser la gueule d'anglais. Pour se mettre dedans et rentrer dans le match. Et là, je peux te dire qu'il va réussir à nous choper pour aller regarder. Moi, je crois que je vais peut-être pas le regarder ce match, pour être honnête avec vous. Non, on verra, Nabil, t'es un amoureux du football, je pense que tu vas regarder en j'y crois absolument pas. Faut surtout pas dire ça devant ses proches parce qu'ils vont vous proposer quelque chose le samedi soir et vous allez voir quand vous allez vraiment pas pouvoir regarder, ça va devenir compliqué. Allez, qui est responsable de cette défaite? On en parle tout de suite. Les tontons du mondial. Le coup d'envoi. Nabil, qui est responsable de cette défaite? Didier Deschamps, les joueurs ou l'Espagne? Disons qu'il y a différents degrés de responsabilité. Il peut y avoir les trois aussi. C'est comme les trois tiers. Mais si tu devais en choisir un, sachant que les deux autres évidemment, on va en parler, mais pour essayer de segmenter un peu notre discussion, quelle est à la fin du match la première explication qui t'est venue à l'esprit? Bon, mais je vais écarter l'Espagne tout de suite parce que eux, ils ont fait ce qu'il fallait et nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, je vais aller sur nous. Et sur nous, je vais quand même aller sur Didier Deschamps sur ce coup-là, en priorité, pour deux raisons. Un, Compo m'a tué, avec Tchouaméni notamment, qui avait pas joué depuis une quinzaine de jours. Donc, effectivement, redémarrer face à un collectif aussi huilé, c'était peut-être pas l'idée du siècle. J'aurais mis plutôt Doué que Barcola. Pourquoi? Parce que Doué serait plus rentré au milieu. On était déjà en infériorité numérique au milieu de terrain. Eux, ils avaient Baena en plus qui rentrait parfois au milieu. Donc déjà la compo, pour moi, elle nous a mis dedans. C'est les deux seuls choix. Il peut y avoir aussi Saliba, par exemple, qui avait mal au dos, qui a dû sortir à la 40e. Saliba, de toute façon, il a tenté le coup avec lui. Ça aurait pu être avant, ça aurait pu être après. C'est pas ça que j'ai envie de lui reprocher. Et ce que je lui reproche également, mais peut-être que on verra. D'ailleurs, il m'a étonné avec sa déclaration sur l'arbitre pour dire qu'il avait été un peu dans la confusion émotionnelle et qu'il a perdu un peu le fil sur ce match-là. C'est en fait de ne pas ensuite avoir trouvé les solutions et les clés, d'avoir presque aussi fait un mauvais choix à la mi-temps en sortant Adrien Rabiot qui paye l'addition pour Tchouaméni avec son carton jaune, et puis effectivement le voir incapable de faire des choix forts, parce que c'est comme dans la vie. Là, quand on le voyait aussi agacé, c'est qu'il avait compris très bien ce qui se passait. Il a compris qu'on allait perdre, et à ce moment-là, il fallait des choix forts et rééquilibrer cette équipe pour faire face à l'Espagne. Et il l'a pas fait. Donc en 1. Après, évidemment, certains viseront peut-être les joueurs ou certains joueurs et des faillites individuelles. Mais en le sélectionneur. Pour moi, Deschamps n'a jamais trouvé la clé. Eric, alors je ne sais pas si c'est l'ordre que tu auras, Didier Deschamps en premier, mais à propos de Didier Deschamps, et après on évoquera l'ordre et la hiérarchie de tes explications de cette défaite-là. Sur Didier Deschamps, comment tu analyses son match? Entre guillemets, il est un peu fidèle à qui il est, et il est parti dans un système où il a changé tout. Ouais. Il a pris 4 attaquants par rapport à son 4-3-3 avec 3, je dirais, tourelles au milieu du terrain, des gens travailleurs, moins talentueux, mais qui permettent, on va dire, un équilibre ou un collectif défensif plus performant. Il est allé au bout de cette idée, mais c'est vrai qu'il a subi, il a protégé le statut des joueurs. Tchouaméni, est-ce qu'il doit démarrer? Je le rejoins, alors que Koné est très bon. Est-ce qu'il doit sortir Olysée? Un grand entraîneur, il peut sortir Olysée. Envoyer Cherki, ça le fait peut-être pas, parce qu'il est rentré, on l'a pas vu non plus. Mais faire des choix forts, replacer, peut-être tenter un coup avec Mbappé à gauche, mettre Dembélé au milieu, j'en sais rien. Tu tentes, tu vois bien. Là, il reste dans ses chaussons, et à l'arrivée, on subit, il se passe rien, et l'équipe se noie. Donc, il a accompagné cette équipe à l'enterrement, c'était le prêtre. À part faire ça, malheureusement, on a attendu et on voyait pas de solution. C'est ça qui était un peu décevant, de réaction, et même le Kix, je l'appelais Maximus, chef des armées, roi de la Gaule. J'ai peur de ce qui va tomber. On a plongé avec lui, on l'a pas vu, il a essayé sur la fin, mais ça n'a pas suffi. Il faisait trop de choses, il était comme le sucre dans le café, partout et nulle part. Il tentait, il tape, il frappe à droite, à gauche. Ça va pas. On a perdu le fil. Il y avait plus de capitaine, il y avait plus de pilote, comme on dit dans l'avion. Et le patron Didier Deschamps. En face, je rejoins quand même une super équipe d'Espagne organisée. On en parlera de l'Espagne, justement. Comment, finalement, collectivement, ils ont pris le dessus sur la France? Mais Manu, en fait, sur Didier Deschamps, je suis un peu une synthèse de ce qu'a dit Nabil et Eric. Merci. La sortie de Rabiot à la mi-temps, pour moi, est lunaire.
Un mec de 31 ans qui prend un carton jaune, a priori peut gérer ses émotions et c'est le meilleur joueur sur la première mi-temps. C'est le choix véritablement qui c'est Tchouaméni qu'il fallait sortir en fait. C'est Tchouaméni et Eric a raison sur Olysée. En fait, tu te retrouves avec un milieu à deux, qui est notre milieu à deux depuis le début de la Coupe du Monde, mais qui est dépassé, et un Olysée qui est défaillant. Là, je suis pas Deschamps, je suis pas sélectionneur, mais une stratégie qui aurait pu être pensée, c'est de sortir Olysée pour mettre un troisième milieu, pour densifier ton milieu. Et là, à la rigueur, tu peux faire rentrer un Manu Koné et te retrouver avec ou Zahir Emery, ou te retrouver avec un Rabiot, Tchouaméni, Koné, Zahir Emery, et en effet, remettre Tchouaméni dans ce match-là. La salle de musculation, on l'a pas mise. Remettre Tchouaméni dans ce match-là, qui n'a pu jouer depuis 10 jours, avec l'intensité qu'elle est dans ce match, avec l'infériorité numérique des Bleus au milieu, c'est vrai que c'est un choix quand même très risqué. Lucas Digne aux fraises, il met longtemps avant de faire rentrer Théo Hernandez, même si je suis pas fan de Théo Hernandez, tu vois bien qu'il était pas du tout dans son match, et en effet, il a pas régénéré non plus, ou il a mis du temps à régénérer ce qu'il y avait devant. C'est un Deschamps qui paraissait dépassé, pris par ses émotions. Un de ses derniers matchs, forcément aussi, ça peut-être que ça a joué, mais venant de Deschamps, il a vécu des choses aussi. J'ai été surpris. Et là, c'est même pas du dogmatisme de sa part. Il était vraiment bouffé par ses émotions. Nabil, tu dis peut-être qu'il a été débordé par ses émotions. Bah, tu me dis, Manu, tu penses que la perte de sa maman je sais pas, c'est surinterprété, mais est-ce que tu as été étonné en tout cas de voir un Didier Deschamps qui est quand même une personnalité très forte pendant le match, un peu baisser la tête, après le match évoquer l'arbitre? Moi, perso, je suis tombé des nues. Je n'imaginais pas un Didier Deschamps aller sur l'arbitre et évoquer de manière en plus ultra violente. C'est juste, je me demande si l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale. C'était une saillie d'une violence inouïe. Il a posé la question parce que sinon c'est diffamatoire. S'il n'a pas le niveau, il fait je vous pose la question, mais il y a la réponse dans la question. Après, il s'est peut-être dit de toute façon, je suis plus là. Oui. Mais émotionnellement, t'as l'impression qu'il a complètement perdu le fil aussi. Alors moi, j'irais pas surinterpréter humainement ce qu'il a pu ressentir ou pas, parce que j'en sais rien. En revanche, sur le match, je me pose évidemment la question de savoir qu'il a peut-être été aussi lui submergé par ses émotions. Il a perdu le fil parce que chaque match pour lui, c'est comme Zidane en 2006 en tant que joueur. Chaque match pouvait être le dernier. Oui. Et là, il a compris que ça y est, c'est arrivé, c'était la fin, et que il comprenait qu'il allait probablement sortir. Et donc, il est humain. C'est pas inimaginable de se dire qu'à un moment il y a une confusion émotionnelle, il y a des choses qui remontent, et ça je peux le comprendre. Et c'est vrai que ça saillit. S'il en avait fait 2, ça aurait été 2 saillies, mais ça c'était son ancien coéquipier. Ça saillit effectivement sur l'arbitre. C'est vrai qu'elle est étonnante parce qu'il nous a pas habitués à ça en règle générale. Je pense qu'il était un peu excédé par le niveau de l'arbitrage, parce qu'il déjà le match face au Paraguay, là, le match de MMA, le l'Ouzbek, il a fait n'importe quoi. Là, peut-être qui s'est posé aussi la question sur le niveau de l'arbitre, parce qu'il s'est dit c'est pas un arbitre habitué à arbitrer des joueurs de Ligue des Champions en Europe. Je crois que c'est un arbitre qui était du Salvador. Alors parfois vous avez des arbitres qui peuvent être comme ça. Par exemple le Somalien qui est pas venu, il est arbitre somalien, il n'y a pas trop de championnat en Somalie, mais il arbitre en Arabie Saoudite, qui est un championnat compétitif. Après le Salvadorien, il faut voir où il arbitre. Mais entre nous, c'est même pas une question de savoir où arbitre le Salvadorien ou pas. Mais hier le match, l'arbitrage, ce n'est absolument pas quelque chose. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est obligé de se rattacher à des choses. Et quand vous n'avez pas les réponses et les solutions, tout Didier Deschamps qu'il est, il a été chercher des choses pour s'expliquer lui rationnellement la faillite de son équipe. Et si vous allez le voir aujourd'hui ou dans 10 jours ou dans 15 jours ou dans 3 semaines comme beaucoup d'acteurs, peut-être que sur ce match-là avec du recul, il vous expliquera que à aucun moment on a été dans le match, et qu'évidemment le rôle de l'arbitre il est absolument mineur, d'autant que Olysée aurait pu se faire expulser, Rabiot c'était carton orange, et puis le penalty, pour moi il y a penalty, mais on le prend quand même à la 20e, à la combien de minutes? Juste avant la pause fraîcheur, donc 22e minute, je pense. Ensuite, tout entraîneur qu'il est, il connaît le football et les joueurs aussi. Derrière, il reste 80 minutes. Enfin, il reste 75 minutes. Mais tu sais, le prends pas à la 90+1. Non, c'est sûr. Alors, on reste ensemble dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Et Eric, je vais te poser la question. Est-ce que finalement, Didier Deschamps n'a pas voulu mourir avec ses idées? Beaucoup d'entre nous, on se disait, il aurait dû repasser en 4-2-3-1 au lieu d'en 4-3-3. Est-ce que c'est une analyse tactique qui se tient? Est-ce que Didier Deschamps aurait dû finalement revenir sur ses choix et s'adapter à l'adversaire? Et l'adversaire, est-ce que selon toi, a été le principal pourvoyeur de cette défaite de l'équipe de France? À tout de suite dans les tontons du mondial sur Sud Radio. 20h-21h, les tontons du mondial. Avec Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet. Attends. Didier Deschamps a-t-il voulu mourir avec ses idées? Aurait-il dû passer en 4-2-3-1? A-t-il fait le bon choix en commençant avec Saliba, en commençant avec Tchouaméni, certains choix sont remis en question? On en parle et on continue à en parler, et on va lancer Eric Blanc sur le sujet.
Les tontons du mondial, la pause fraîcheur. Eric, est-ce que tu penses qu'Éric Blanc, que Didier Deschamps a voulu mourir avec ses idées et aurait-il dû s'adapter et ne pas faire confiance par exemple à un Aurélien Tchouaméni qui est vraiment un de ses hommes de base? Non mais Tchouaméni, on en a parlé, on était nombreux ici à défendre bien avant Koné, il était en pleine forme, il l'a dit Nabil, 15 jours d'arrêt, blessé, donc on comprend pas. Bon, maintenant, il a pas voulu toucher au statut des joueurs. Deschamps, il marche quand même à ça. Il était vice-capitaine Tchouaméni, on a bien compris 3 jours avant Koné allait sauter, qu'il allait retourner au frais dans la glacière. Alors que tout le monde disait il faut qu'il joue ce match-là. Donc il a pris une décision. Moi, à l'arrivée, j'entends la petite musique, puisqu'on a perdu, que fallait revenir à un autre système. Mais ce système, une fois qu'il a donné satisfaction devant des équipes faibles, on a joué personne. Et là, le premier col, on explose en pleine montée contre l'Espagne. C'est facile de le dire. Il aurait dû s'adapter en deuxième mi-temps, changer. Là, je suis d'accord avec toi. Mais à la base, son équipe, il est obligé de suivre un peu son raisonnement qu'il a mis en place depuis 2 ans et à jouer à 4. On peut pas non plus, nous, suiveurs du football, dire Olysée, c'était extraordinaire avec le Bayern, on le met en dessous. Il a déjà changé Dembélé, qu'il avait mis sous Mbappé, il a remis à droite. Olysée sort un match triple XL en étant meneur de jeu, on est équilibré. Mais la peur qu'on avait, c'est qu'on a joué que des fantômes. Et donc, or là, pour revenir... Moi, je trouve qu'il a compris très rapidement qu'il allait perdre ce match. On l'a vu 1 ou 2 fois sur grand écran. Et là, je le voyais non pas perdu, mais les yeux hagards, il sentait qu'il maîtrisait plus rien. Exactement. Les joueurs non plus s'interrogeaient. Là, c'est là que tu vois qu'il manque des patrons, mais des vrais. Dans des grands... Moi, j'en ai pas vu. Moi, on me raconte ce qu'on veut. Upamecano, il est au fond. C'est un grand patron de la défense, mais il n'a pas d'impact au milieu ni devant. Mbappé, le Kicks, il joue quand même pour lui. Perdu, on n'a pas, et au milieu on n'a pas eu. Moi, vous me parlez. Alors il y avait Rabiot. T'en veux aux joueurs plus qu'à Deschamps? Non, mais moi j'étais dans une autre vie joueur. Quand tu perds, c'est quand même toi qui es sur le terrain. Bien sûr. Alors t'es obligé d'être dans l'équation. Alors tu peux avoir des erreurs, mais à la mi-temps, Deschamps, il a pas su rectifier les mots. Je sais pas ce qu'il a dit, moi, mais en tout cas, il n'y a pas eu de changement. À part Rabiot, qui était le meilleur à cause de son carton jaune, qui sort. Moi, je te pose, Cucurella, il a un carton jaune. De La Fuente l'a laissé, hein. Il l'a sorti après, mais il a redémarré la mi-temps avec Rabiot. Donc tu vois, sur le même problème, deux coachs différents. Donc tout ça pour dire qu'il a subi, il a plongé, il a coulé avec l'équipe. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà. Mais surtout, il a été trahi par ses joueurs. Deschamps, il est arrivé à cette Coupe du Monde sans plan B. Voilà, il est arrivé sans plan B et tout ce qu'il y a eu avant cette demi-finale le confortait dans son choix de pas avoir de plan B parce qu'une fois de plus, tout fonctionnait comme sur des roulettes. On devait rouler sur l'Espagne, c'est ce que tu avais dit d'ailleurs. Nabil, non, tu parles de toi. T'es face à un miroir, tu parles à toi-même, Nabil. J'espère que t'aimes ce que tu vois. Vraiment, ça ne me rappelle absolument rien. C'est ce qu'on appelle l'amnésie. Tu choisis les moments que tu vis dans ta vie, hop, on les fait disparaître. Mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle les podcasts, Nabil, et tout ce que t'as dit est resté. Vous pouvez écouter Éric Blanc pour le match de samedi soir et Nabil pour ses... Tout et son contraire, c'est un métier aussi. C'est pas facile. Non, mais pour revenir sur ce match-là, il avait pas de plan B. Moi, j'ai été déçu de la part de Deschamps que sur les 2 dernières années, il laissait pas un 4-3-3, il laissait pas autre chose, il laissait pas une équipe de France qui peut un peu se moduler en fonction du contexte d'un match ou d'un adversaire. Sur les 2 dernières années, une fois que la Coupe du Monde commence et qu'il maintient ça, c'est trop tard. Et c'est pas face à l'Espagne, on l'a dit, dans un match où il y a sans doute de l'émotion et autres, que là, il va avoir un éclair de génie et nous sortir un plan B tactique de derrière les fagots. Donc le premier responsable, c'est quand même Deschamps qui a pas de plan B à proposer. Et évidemment, faut pas non plus déresponsabiliser les joueurs, que les 4 de devant se mettent en même temps à chuter, à se planquer, à être aux abonnés absents. Le niveau technique est dingue. Mais tout est dramatique. C'est une faillite collective et moi je le mets presque au niveau de la Coupe du Monde de la finale 2022. Oui, c'est ça, c'est un remake. Et puis là, Mbappé, il a démarré encore. Exactement. Il a essayé, il a pas réussi. Il a pas sorti le... Parce qu'à un moment, il n'en avait plus rien à cirer de ce qui se passait autour de lui. Il s'est mis en mode perso. Comme moi, dans la cour d'école, quand j'étais gamin, il fallait régler un match avant que ça sonne et qu'il fallait qu'on remonte en classe, quoi. Là, il a plus trop tôt. Il reste 2 minutes, il reste 2 minutes. Mbappé, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas tenu son rôle de patron et de capitaine. Non, il est capitaine, on le rappelle. C'est facile à dire comme ça, mais contre l'Argentine, il l'a fait et tout le monde a dit c'est fantastique. Il a essayé de faire la même chose, sauf que ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de certitude, on n'a pas forcément de fond de jeu, et surtout quand les matchs comme ça partent en dérive, il y a le talent des joueurs, mais aussi le talent de l'entraîneur pour faire changer, pour faire basculer un match. Et parfois c'est des changements et c'est des choix forts. Olysée, il peut pas rester sur le terrain.
Olysée est pas dans le match. Il peut pas rester sur le terrain. S'il le sort, personne ne lui en veut. Puis c'est pas comme si c'était le Non, mais premier match. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Et moi, ce que je dis par rapport à Olysée, on a récupéré un super talent et qui va nous faire beaucoup de bien dans les années à venir, mais on est encore en stage d'observation. On le découvre, on le connaît pas. Est-ce que tu penses que Deschamps a finalement trop donné à ses joueurs, trop de crédit à certains, malgré le fait qu'ils aient beaucoup prouvé. Mais par exemple, est-ce qu'un Olysée mérite d'être aussi haut dans la hiérarchie par rapport à un Cherki quand on voit le match d'hier? Cherki aurait pu rentrer avant, effectivement. Mais bon, il y a un moment, il est rationnel en fait. Il se dit qu'il a des gars pour. Et comme on dit en basket, il a des franchise players. En fait, tu peux pas ne pas te rattacher à l'idée qu'à un moment ou un autre, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et il en a 4 comme ça. Et qu'il y en a un moment, lui se rattache à ça. Il se dit qu'à un moment ou un autre, de toute façon, ils vont faire la diff individuellement. Et comme notre football, c'est pas le football espagnol, et que contre 95% des équipes, ça suffit de compter sur ce modus operandi. Dès que tu arrives sur des cols hors catégorie comme l'Espagne, c'est les 5% qui restent. Et parfois, le talent il suffit pas. T'as des entraîneurs qui sont faits pour faire le jeu, t'en as d'autres qui sont plus pragmatiques, Mourinho étant le plus célèbre. Le logiciel Deschamps, c'est pas ce qu'il a fait pendant cette Coupe du Monde. Tu penses qu'il s'en veut aujourd'hui d'avoir tenté ça? Je sais pas s'il s'en veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a joué à contre-emploi. Tout le monde lui a demandé de faire ça. Il a joué contre sa propre philosophie et jusqu'à présent, il a réussi sur les affaires Benzema et autres. Il arrivait globalement à mettre la pression populaire de côté, garder son dogmatisme et ses certitudes. Là, parce que c'est peut-être la dernière Coupe du Monde, peut-être qu'il a voulu montrer, moi aussi, je peux le faire. Pour de mauvaises raisons, sans doute. Ça, j'en suis convaincu. Pour de mauvaises raisons, il est arrivé et il s'est dit. Je dis pas que je lui en veux. J'essaie de comprendre le truc, Nabil. Je pense qu'il est arrivé en se disant, je vais mettre 4 joueurs offensifs. Les mecs, c'est des talents. On l'a vu au Real. T'as eu des équipes qui ont réussi à gagner. Zizou, il gagne des Ligues des Champions en mettant les Krakos devant, en leur faisant confiance. Ancelotti aussi. Ça peut exister. Est-ce que c'est le logiciel de Deschamps? Non. Et est-ce que finalement jouer à contre-emploi sur une Coupe du Monde, c'était la meilleure idée du monde? C'est facile de le dire a posteriori. Parce qu'on se fait éliminer. Mais peut-être que Deschamps n'est peut-être pas fait pour entraîner de cette manière-là. Oui, mais on n'est absolument pas sûr qu'avec 3 mecs au milieu de terrain, des 4-4 comme d'habitude, on allait gagner. Je vous rappelle qu'on a fait jouer aussi Sissoko qui avait fait un énorme Euro en 2016. On a perdu 1-0 devant le Portugal. Et pourtant, on avait l'équipe costaud et on devait gagner. On a perdu aussi. Donc, moi, je dis que Deschamps, c'était compliqué pour lui. Le PSG est back-to-back. Il y a Barcola, Doué qui sont au top. Et il a le Ballon d'Or. Dembélé, Mbappé, le Kicks, le capitaine, Madrid, plus de 40 buts, et il a Olysée qui explose tout en Allemagne. Explique-moi. Non, mais vous êtes entraîneur, on est là tous les 4. T'es mon adjoint, t'es Guy Stéphane, etc. T'es le masseur, t'es le kiné, on discute à table. On fait quoi? On enlève des gens, on enlève un joueur. On en enlève 2, ça veut dire qu'on fait jouer Mbappé à gauche, Dembélé avant-centre et Olysée à droite pour avoir 3 mecs au milieu. Non, ça s'entend alors. Non, toi tu dis mais ça gagnait autrement. Donc moi je dis que il s'est pas renié, c'est ce qu'il portait. C'est pas parce que c'était sa dernière, il voulait sortir en triomphe et être sûr de gagner. Il avait des incertitudes, mais il a senti qu'il ne pouvait pas décemment sortir 2 mecs sur le banc. Après, il s'est trompé. Il s'est planté, le résultat lui donne, mais c'est surtout l'Espagne qui nous a massacrés. Et puis, c'est une réalité. Et puis des joueurs aussi. On parlait tout à l'heure de l'échelle des responsabilités. Olysée, il a quand même le droit de faire un meilleur match que ce qu'il a fait, de pas perdre un ballon toutes les 2 secondes, Enfin, c'est ça qui est étonnant aussi qu'un joueur comme ça se soit autant déréglé. Tu peux me tacler sur Olysée d'ailleurs, parce que j'avais annoncé un bon Olysée. Je suis pas là pour tacler, tu vois. Et quand je tacle, c'est avec humour. Et donc il y a aussi la faillite comme individuelle des joueurs, et ça on peut pas l'oublier. Dembélé, il a été absent. Dembélé, il n'a pas existé sur ce match-là. Barcola, on l'a vu au début, ensuite il s'est rien passé. Au milieu de terrain, vous avez très bien expliqué, c'était dysfonctionnel, on était en grande difficulté et tout. Il y a aussi la responsabilité des joueurs. Et les joueurs, comment ils ont été conditionnés pour ce match-là? Est-ce que effectivement l'atmosphère l'atmosphère optimiste. Autour de l'équipe de France, il y a eu, on s'est emballé. Regarde, même les grands, Lineker, je présente Bebeto, Romario, Zlatan, Henry, on a la meilleure, vous êtes les plus forts et tout. Mais comment tu veux qu'ils disent autre chose? On s'est fait enfumer un peu par les médias. Même nous qui avons suivi, on a toujours dit quand même avant, moi je le dis, titre personnel, mais d'autres l'ont dit, j'ai rien inventé, on a joué personne. Je me répète 25 fois, mais c'est une réalité. Il y a des podcasts, paraît-il, on a le droit de les écouter. Mais
à avec les l'arrivée, copains. je pensais pas qu'on allait se faire sortir de cette manière et qu'on n'allait pas toucher terre. C'est la manière, en fait. Ça, je me suis dit, bon, l'Espagne peut être supérieure, mais les Belges ont été meilleurs que nous. Et Non, mais Et les ils Portugais ils nous ont aussi. anesthésiés. Tu vois, et là, nous, on n'a pas existé. Il y a un sujet mental, Joseph, quand même. Je parlais de 2022. Si tu prends 2024 face à l'Espagne aussi, on a une équipe qui déconnecte. C'est-à-dire que c'est blanc ou noir, c'est lumière allumée, lumière éteinte. Je vois pas d'autres exemples dans les grandes nations d'une équipe qui peut autant surnager et couler, mais dans les abysses, en un claquement de doigts sur un match quand il y a un événement contraire. Et ça, depuis 4 ans, ça n'a pas été réglé. 2022, la finale étant évidemment le meilleur exemple, mais déjà, Euro 2024 face à l'Espagne, le but de Yamal, c'est toujours fini. la même équipe qui revient, finalement, c'est l'Espagne. Quoi, Ouais, en fait. ou Argentine avant. Mais non, mais tu vois, le but de Yamal, c'est terminé. Ouverture du score de Yamal il y a 2 ans, c'était terminé. Regarde sur l'Espagne, Yamal, oui, sincèrement, il a 70% de son potentiel. Quel joueur. Et en 24, avec Nico Williams, ils feront gagner l'Espagne. Verticalité, rapidité. Quel joueur. Donc ils sont, pour moi, moins bons, mais collectivement, ils sont aussi forts. Ouais. Et ils arrivent à nous battre en ayant leurs 2 attaquants sur les côtés qui sont pas au top du top. Et t'as D'accord, nos on est joueurs tous d'accord. qui sont Et montés en Nico régime, Williams, hein. il est remplaçant à De Baïna. Il a fait une saison médiocre à Bilbao cette année. Et Yamal, qui malheureusement a été blessé, a failli rater la Coupe du Monde, revient en forme. Peut-être ce sera l'homme de la finale, on sait jamais avec lui. Mais c'est moins bon sur les côtés, moins rapide Ouais. qu'en 2024. Mais il y a quand même des Et joueurs, ils sont là. et on peut les féliciter quand même, les Espagnols. Moi, j'appelle ça des joueurs anti-stars. C'est les gars que tu peux croiser dans le métro qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde. Iniesta, quand tu le vois physiquement, on dirait pas un des plus grands joueurs de l'histoire, parce que moi je le situe là. En fait, ils ont eu des joueurs qui n'ont pas été Ballon d'Or, mais des joueurs qui sont niveau Ballon d'Or. Iniesta, Xavi, Ramos. Et là, hier, dans leur équipe, il y a Rodri qui est franchement, qui a été incroyable, Monstrueux, quoi. ouais. Et puis t'as Ouais, ces c'est le joueurs. retour du Rodri Non, mais Ballon t'as d'Or. ces joueurs qui sont. En fait, c'est Et pas Fabien des joueurs Ruiz, à tu 10, vois. c'est pas des joueurs à 10 sur 10, mais c'est des joueurs à 8. Il n'y a que Yamal, on peut dire, qui peut atteindre ces 10. Ouais, Yamal, il est à 10. Nous, on peut en avoir 3 ou 4 à 10. Mais eux, tous les autres, ils sont à 8, 8,5, 9. Olmo, des anti-stars. C'est-à-dire que, pas, tu vois, Fabien Ruiz étant le meilleur exemple. Ouais, même leur attaquant, Oyarzabal. J'arrive pas à le dire. Non, mais tu rentres on l'a révisé Non, pourtant. mais je sais pas, j'y arrive pas, j'ai un blocage. Je suis désolé pour toi, ils vont sûrement encore faire un match. C'est ça, j'ai un blocage, il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Tu rentres dans le vestiaire espagnol, c'est la penderie de Brice de Nice, quoi. T'as tous les mêmes t-shirts, tous les mêmes pantalons, mais c'est que des 10 sur 10. Donc, c'est vrai qu'il y a une force collective et aujourd'hui, ils sont tous interchangeables. T'as raison, Iniesta, c'est l'épicier du coin, quoi. Ouais. Tu vois, tu lui dis bonjour, au revoir, Oui, t'as puis pas pas le de facétie. meilleur joueur du monde devant toi, quoi. Alors, pas de facétie à l'extérieur non plus, pas des rois des réseaux Non, non, sociaux. Ah, c'est vrai que Yamal là-dessus est un complet contre-exemple, mais qui bah, valide en fait, l'exemple global. Mais Yamal, c'est un ovni dans l'équipe Yamal, c'est espagnole. Complètement. Il a 19 ans. Je vais citer Erasme, mais ici on cite les grands auteurs. Il est tout festin et est insipide sans un grain de folie. c'est Le complètement grain de ça. folie de l'Espagne, c'est Yamal. Ouais, non, mais complètement. Alors, donc on a évoqué Didier Deschamps, Pardon. on a évoqué. J'ai pas fait exprès. Mais si, t'as fait exprès, David. On a évoqué l'Espagne. Désormais, il y a les joueurs à évoquer, et il y a un homme qui est au milieu de toutes les discussions qu'on a pu avoir depuis hier entre amis, avec les proches et même ensemble. C'est Aurélien Tchouaméni. Un choix mini, on va dire pour le coup. Un choix mini. Un choix mini. Un ouais. choix moisi. Mais comment C'est pas un choix béni, c'est sûr. Mais alors, est-ce que c'est ce Tchouaméni qui est loin de son niveau, ou est-ce que finalement ce Tchouaméni, on devait s'y attendre, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. Non, Le mais Tchouaméni, il honnêtement, vaut pas mieux que ça. On s'attendait quand même. Alors, je veux bien qu'il soit. Alors, on peut lui trouver quelques circonstances atténuantes, etc. Aussi tactiquement de se retrouver dans cette situation-là. Lui, c'est plutôt un joueur de 4-3-3 que de 4-2-3-1. Tchouaméni, c'est pas un double pivot en règle générale. C'est plutôt une sentinelle, un joueur capable de ventiler le jeu, mais aussi de mettre de l'impact. Moi, je veux bien qu'on puisse le critiquer, mais je pense que il est aussi. Il peut être meilleur que ce qu'on a vu, quoi. Non, mais moi, il peut être meilleur que ce qu'on a vu clairement, quoi. Alors c'est pas Pogba, parce qu'à un moment on nous l'a vendu comme le nouveau Pogba et tout, mais ça reste quand même un joueur de qualité. Je veux dire, au Real Madrid, même si le Real fait pas des grandes saisons, tu peux pas être un joueur titulaire, c'est un joueur moyen. C'est pas un joueur moyen. Et hier, il a été surclassé. Et malheureusement, hier, il symbolise finalement totalement l'échec de l'équipe de France. À contre-emploi, n'aurait pas dû être utilisé et ringardisé par son vis-à-vis, comment il s'appelle, Rodri. Et tu regardes le match dans le match. Olysée, Rodri, on a vu qui avait gagné, hein, et tu regardes Tchouaméni, Olmo, on a vu qui s'était fait lessiver par Olmo.
Un milieu à deux, c'est pas du tout le point fort de Tchouaméni. En effet, jouer en sentinelle devant la défense, c'est là où il est le meilleur au milieu. Et moi, je vais aller encore plus loin. Là où j'ai trouvé le meilleur au Real, c'est en défense centrale. Ouais. Donc en fait, Tchouaméni, c'est plus un défenseur central qu'un On milieu. aurait dû le faire descendre à la place de Saliba. D'ailleurs, il le faisait lui-même, d'ailleurs. Non, mais t'as compris l'idée. Saliba, il le faisait d'ailleurs lui-même. Il le dit. Non, mais tu vas. Il revenait en défense centrale comme ça. Non, mais c'était pas délirant non plus. Non, mais l'idée, c'est pas de bouger ou pas Mécano Saliba, même si Saliba était un peu diminué. Mais en tout cas, quand tu mets Tchouaméni sur le terrain, moi, je le mettrais plus en défense centrale qu'ailleurs. Et tu mets en plus un Tchouaméni, donc qui joue pas son poste, qui est physiquement, qui a commencé pas au top, qui s'est blessé pendant la compétition et qui revient là. Donc tu lui fais pas un cadeau. Il était pas à 100% et il fait quand même 95 minutes. Oui, mais parce que c'est ce que disait Eric, c'est le vice-capitaine. On a le match contre le Paraguay, ça se voit. L'équipe de France, c'est la République des cadres. Est-ce que c'est pas un problème que Tchouaméni soit vice-capitaine de cette équipe? Ça, c'est un choix de Deschamps. C'est un choix de Deschamps. Non, mais sur le même match, c'est-à-dire que tu lui c'était un cadeau empoisonné. Le même match face au Paraguay, au Maroc, s'il rentre après 15 jours, on tient pas le même discours. Non, mais d'accord, mais après on avait tous quand même nos doutes sur Tchouaméni. On s'est fait dévaster au milieu, et pas de pôle, il était pas dans le coup. Est-ce qu'il a les épaules à la qualité pour avoir ces responsabilités-là en équipe de France, Aurélien Tchouaméni, Eric? Sur ce qu'il a montré, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'il est là, il joue à Madrid, mais moi j'ai suivi aussi Madrid. Il a raison, Manu, il a beaucoup joué pour dépanner central, puisque Militao, on l'a dit, Alaba blessé, Rudiger aussi. Et moi aujourd'hui, ce que je suis surpris, c'est que Deschamps, alors que nous, on voit les mêmes matchs que lui encore, il les voit tous à l'entraînement. Comment il pouvait imaginer que Tchouaméni pouvait être un impact player, apporter, changer le cours du jeu? Nous, on voyait un mec progressivement s'effondrer. Il a fait une petite Coupe du Monde qui ressemble un peu malheureusement à sa saison à Madrid. Et c'est là où je suis surpris, parce que on se dit qu'on a un meilleur œil que Deschamps. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal à comprendre. On est quand même nombreux sans tailler Tchouaméni et vouloir sa perte. Comment Deschamps peut observer ce type de comportement, pas d'intensité, descendre trop bas. Alors même s'il fait monter un peu les latéraux, mais ils ont peur de dépasser les 50, ils sont pas sûrs offensivement, que ça soit Koundé ou Digne, c'est incroyable quoi. Mais Eric, je pense que c'est le parallèle avec Pogba tout naturellement. Il a perdu Pogba, il a vu en Tchouaméni un joueur aux mêmes caractéristiques. Bon, l'histoire a montré que non, mais je pense que dans l'esprit de Deschamps, il s'est dit j'ai mon nouveau Pogba qui signe au Real dans la foulée, donc statut joueur du Real, profil Pogba. Il lui a donné trop tôt un statut. Revenir en arrière, c'était compliqué. Après, mais là, on revient sur ce qu'on disait avant. Deschamps, avec la saison que fait Zahir Emery, il peut aussi concocter un petit milieu de terrain avec Koné, Rabiot, voire Zahir Emery, voire un milieu de terrain à 3. Bah, tu vois, tu as le temps de rectifier le tir parce que Tchouaméni, il est en difficulté depuis 1 voire 2 ans. Ça date pas d'il y a 2 mois. Sur ce que tu disais, parce que dans une autre émission, on en a parlé. Le choix, on revient. 5 milieux de terrain, du jamais vu. 9 attaquants. Donc il aurait fallu quand même. Ça veut dire qu'il avait confiance en 3 joueurs. Au départ. Oui. C'est bizarre. C'est Tchouaméni, Rabiot, Koné, Kanté. Il a pas joué. Disparu. Zahir, il a fallu que la France demande qu'il joue un peu. Donc il est parti avec 3 milieux. Les 2 autres, c'était on va voir, on sait pas. C'est incroyable. Et il prend 9 attaquants. Thuram joue 1 minute, il est blessé, on sait pas trop, protégé, il est là, mais il joue jamais. Mateta rentre un peu, et Akliouche sur des briques de match. Non, mais c'est bizarre que tu prennes que 5 milieux de terrain. Dans la composition de l'équipe. Après, ça tient pas que sur toi, effectivement. Non, mais clairement, d'ailleurs, ça peut remonter aussi très rapidement sur Lucas Digne, qui est aussi commis une grosse erreur. Il s'est pas positionné comme il fallait. Mais après, t'as pas Lucas Digne, t'as Hernandez sur le banc. Là, c'est la peste. Digne, il fait son tournoi, et là, il est sur une erreur, et puis il restait 75 minutes pour égaliser. Allez, on reste ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de pub, les amis. Donc, dans les Tontons mondiales, on va pouvoir rester ensemble. Et on va tout de suite faire le penalty de Manu, et on va parler notamment de Zinedine Zidane, donc qui est en train de il n'a pas encore tout à fait signé son contrat. Ils vont attendre la fin de la Coupe du Monde, le dernier match de Didier Deschamps contre l'Argentine ou contre l'Angleterre en petite finale. Et on va se poser ces questions-là. Est-ce que Zizou va être un sauveur pour j'ai envie de dire pour retrouver, parce que je pense aux Anglais quand je dis qui eux attendent depuis 66 pour retrouver une Coupe du Monde. Est-ce que ça va être possible de jouer à 4? On va commencer à répondre à toutes ces questions-là dans le penalty de Manu. Les tontons du mondial, le penalty. Allez, on se tourne un peu vers l'avenir et un Zinedine Zidane arrive. Il ne voulait que l'équipe de France, a-t-il dit. En tout cas, disent-ils autour de lui, Manu. Donc maintenant, place à Zizou. Oui, alors.
je fais un petit début sur Deschamps parce qu'on parle un peu difficilement de Deschamps depuis tout à l'heure. Avant de dire bienvenue, adieu déjà à Deschamps, 14 ans à la tête des Bleus. C'est un bilan quand même très positif. Il a raté sa sortie, mais le bilan est super positif. 2 finales perdues, 1 gagnée. Et ça restera Deschamps, l'entraîneur qui a mis l'équipe de France au top, sur le toit du football mondial, et qui a aussi su inculquer quand même la culture de la gagne. Il faut se rappeler quelle équipe de France il récupère en 2012, donc faut quand même pas enlever ça à Deschamps. Mais pour arriver à Zizou, cette Coupe du Monde 2026, je la trouve super révélatrice. Ça globalise un peu ce qu'on vient de dire, mais en gros, on a un Didier Deschamps, milieu défensif en tant que joueur, défensif en tant qu'entraîneur, qui se dit j'ai des pépites entre les mains, faut que j'en fasse quelque chose, donc il essaie de s'improviser sélectionneur au football ambitieux, il l'échoue, et là qu'est-ce qui arrive derrière? Zizou. Donc là on retrouve le milieu def et le milieu off comme ils jouaient ensemble quand ils étaient coéquipiers. Et alors Zidane, évidemment, a priori, ça fait rêver. Et Zizou sur le banc avec ses pépites entre les mains, on se dit que ça ne peut être que bon. Je dis attention quand même, parce qu'il faut aussi qu'on retire les leçons de cette Coupe du Monde 2026 où on a été un peu trop confiant, un peu trop serein. Je pense que Zidane, il a vu chaque match de cette Coupe du Monde, il a vu la demi-finale, donc il tombera pas dans cette facilité parce que ce serait un danger. Et c'est un chantier colossal qu'attend Zizou, hein, parce que faut pas juste dire il y a des talents partout. Zizou est un magicien, tout va bien se passer. Il va falloir qu'il réussisse là où Deschamps a échoué, donc c'est-à-dire s'appuyer sur des talents offensifs en préservant l'équilibre collectif, blesser quelques égos parfois pour le bien du groupe. Deschamps a eu du mal, notamment avec Mbappé, on s'en souvient. Il faudra que Zizou arrive à le faire, et surtout bâtir un collectif, une équipe qui parle le même langage, du gardien jusqu'à l'attaquant. On a eu l'exemple avec l'Espagne, on voit que c'est quand même un modèle qui gagne, donc arriver à avoir une équipe solide sur toutes les lignes, qui a la même philosophie de jeu, et c'est à lui d'instiguer ça à ses joueurs. Il a prouvé une chose quand même à Madrid, Zizou, c'est que c'est un grand manager. Voilà, gérer les égos, il sait faire, mettre les stars entre elles pour qu'elles se bonifient, il sait faire. Ce qu'il a pas encore montré, c'est est-ce un bâtisseur? On sait pas. Est-ce que c'est un bâtisseur, Zizou? Ben là, il va falloir qu'il le soit. Et en passant de club à sélection aussi, tu as une autre approche par rapport à la transmission tactique que tu vas avoir avec tes joueurs. Tu as moins de temps pour bosser avec eux. Est-ce que Zidane, dans ce temps un peu entrecoupé où tu les vois tous les 1 mois et demi, va arriver à avoir une philosophie de jeu? Je pense qu'il l'aura, mais à la transmettre à ses joueurs, c'est une question. Et voilà, après, Zizou, c'est la légende du football mondial. En France, c'est la légende aussi. Voilà, je pense qu'il va falloir quand même qu'il arrive à se réinventer. S'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Mais aujourd'hui, je dis bon retour à Zizou chez les Bleus, et bienvenue chez toi, Zizou. Alors du coup, Eric, quand t'entends Manu évoquer l'arrivée de Zidane et parler de chantier colossal, de la possibilité que Zidane soit un bâtisseur, et est-ce que tu as les mêmes mots? Est-ce que tu parles toi aussi de chantier colossal face à cette équipe de France? Avant l'émission, pour te dire, tu parlais toi aussi que tu aimerais une vraie politique fédérale. Est-ce que Zidane va amener ça? Qu'est-ce que t'attends finalement de Zidane? Moi j'attends. Avant de Zidane, c'est que la fédération se pose des questions sur la formation. Mais il va être au centre de tout. Oui, mais pour l'instant, on l'a jamais fait. On imagine Quel que Zidane football va poser quelque chose. pratiquer? Quelle formation veut-on faire à la DTN et dans les centres de formation? Aujourd'hui, moi, je tombe des nues, c'est que aucun, à part Olysée, mais il vient de l'Angleterre, c'est pas nous qui l'avons formé. Grisou, c'était espagnol. On n'a pas un mec au milieu de terrain, à la Modric, à la Iniesta, à la Zizou, à la Platini, à la Girin. C'est incroyable dans notre formation. Il y avait Boadi, un peu à Cliouche, mais il est un peu plus haut sur le terrain. Non, mais Boadi... Là, je dirais un petit mot, ça c'est personnel. Deschamps lui a dit, je peux rien te promettre. Il a été contacté. Mais moi, je pense que c'est une erreur parce que pour la France du futur, il aurait dû lui dire, il prend 9 attaquants, prend pas Mateta ou un autre, prend Boadi, fais-le sélectionner, car dans 3-4 ans, on verra que c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Et pour la France, même si lui partait et qu'il pouvait pas lui dire tu seras titulaire. Non, clairement, c'était un tournant pour Deschamps. Mais du coup, pour moi, faut l'embarquer. Si Deschamps continuait, sur Zidane, est-ce que tu penses pour Zizou, qui va rester à 4 par exemple? J'en sais rien. Moi, je le vois à travers 16, 17, 18, le triplé qu'il fait. Avec le Real Madrid. Il gère des Ferrari, il sait parler aux stars, il est calme. Il leur dit toujours continuez, il les rassure, il a des mots. Simplement, il a jamais, pour moi, mis une identité de jeu à Madrid. Hein. Non. Jamais. Ouais, okay. Mais sauf qu'il avait du cross, il y avait une du identité Modric de contre-attaque, de terrain. Non, mais il avait les joueurs. Il avait Benzema, Ronaldo.
Donc déjà c'est monstrueux. Donc moi j'attends de voir. Je vais pas lui demander des miracles. On verra les joueurs qui vont arriver des U20, des U19 parce que on parle de ça et on verra si la mayonnaise va prendre. Je suis très content qu'ils viennent et qu'ils remplacent Deschamps. C'était légitime et souhaité. Maintenant c'est pas non plus le dieu du football vivant qui va tout révolutionner. Moi je me méfie. Carlo Ancelotti il devait réveiller le Brésil. Mais il a rien réveillé du tout. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Eric. Donc moi la méfiance, le mot méfiance m'intéresse beaucoup, Nabil, parce qu'en fait, il y a un an, avant que Deschamps change sa compo et passe d'un 4-3-3 un peu chiant, on va pas se mentir, un 4-2-3-1, où on prend un peu plus de plaisir, tout le monde parlait de Zidane. Tout le monde disait, qui vienne, ça va être le sauveur finalement de notre plaisir avec les Bleus. Deschamps finalement a fait un peu le crash test. Alors ça marche pas. D'ailleurs, est-ce que ça peut marcher autrement ? Contre l'Espagne. Ça marche pas contre l'Espagne, hyper intéressant, mais du coup on peut être amené à nouveau à rencontrer l'Espagne. Est-ce que tu te méfies toi aussi malgré l'arrivée de Zidane, ou tu te dis Zidane ça a marché forcément, moi j'aurais préféré qu'il prenne pas l'équipe de France parce que comme ça j'aurais pas eu à le critiquer, quoi, tu vois. Ouais. Déjà pour commencer, moi c'est quelque chose que je vis assez mal. De critiquer Zinedine Zidane. Non, je plaisante, on fera notre travail. Non, mais ça peut être une. Moi, je te dis, c'est un peu vrai. Hein. Ouais, c'est un peu vrai. Je préfère qu'il prenne le Brésil avec Zidane. Après, attention, on prend un sélectionneur aujourd'hui. Je réfléchissais pendant que vous parliez. Je pense que depuis Diego Maradona, il n'y a pas un sélectionneur pour ce niveau d'équipe qui ait une aura plus forte que tous ces joueurs. C'est-à-dire que là, Zidane, c'est comme Maradona sur le Mans. C'est-à-dire que celui qu'on va d'abord regarder, c'est lui, devant même Mbappé, devant Dembélé, parce que c'est Zidane. C'est 3 Ligues des Champions consécutives, c'est une carrière de joueur extraordinaire, donc il a une aura qui est incroyable. Donc après, effectivement, c'est un nouveau job pour lui. Sélectionneur, c'est pas être entraîneur de club, c'est avoir moins de temps pour travailler, moins de temps pour faire passer les principes de jeu. Mais en tout cas, clairement, c'est un manager exceptionnel et qui est, en règle générale, très respecté, très écouté par les joueurs. À lui d'apporter sa touche. Moi, je pense qu'il va pas tout révolutionner d'un coup, parce que moi, je suis pas d'accord avec le chantier colossal. Je pense qu'on a besoin, vous savez, c'est comme les téléphones portables, tu sais, t'as la version 12 et puis t'as la version 12+. Par exemple, petite mise à jour, quoi. C'est ça que nous, tu veux on a dire. besoin de passer à la version 12+, mais on a quand même une belle version 12. Oui. Non, mais il y en a, et des fois, ils reprennent des Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce J'ai envie que de te tout l'acheter est. le téléphone. J'ai envie de te l'acheter ton il faudra des joueurs mobiles. C'est très bon. Alors, est-ce que, et ça, on va terminer là-dessus. Il nous reste 3 minutes d'émission dans les tontons, et avec cette équipe-là d'ailleurs, puisqu'on aura 2 autres équipes jeudi et vendredi. Ah bon ? Est-ce que tout est acheté? Des équipes de jeudi et vendredi, ça j'en sais rien. Dans le doute, dis non. Ouais, exactement. Non, est-ce que tout est acheté? Pas acheté. Mais on est demi-finaliste de la Coupe du Monde, on n'est pas à la rue, on n'est pas l'Italie qui doit tout réinventer, révolutionner. Nous on a quand même de la formation, on a des joueurs, on a l'ingrédient. Alors évidemment, collectivement, il va falloir peut-être trouver d'autres solutions, peut-être utiliser aussi une autre variété de joueurs dans notre football, peut-être aller sur d'autres profils. Mais on va dire, Zidane ne récupère pas une poubelle, c'est ça qu'on veut dire. Non, mais par contre, vraiment, je pense que l'enjeu des égos va être très important et qu'à un moment donné, tu peux peut-être pas jouer avec 4 attaquants. Tu laisses le capitana à Mbappé ou pas? Non. Il le fera. Tu le donnes à qui? Non, mais Zidane le fera, mais je pense qu'Mbappé, on va croire que je m'acharne. C'est un joueur formidable, mais il est formidable quand il marque. Il est jugé sur ses statistiques, et un leader, faut qu'il soit capable de leader, même quand il marque moins. Ce qui n'est pas le cas d'Mbappé. Donc, Zidane touchera pas au capitana parce qu'il est assez politique pour pas le faire, mais je pense que l'enjeu sera pas tellement là, mais en tout cas, réussir à être prêt à chambouler pas mal de choses, et souvent quand t'arrives, tu veux marquer de ton empreinte aussi. Il faut faire des choix forts et sélectionner des joueurs. Et je pense que Zidane, dès sa première convocation, on aura quelques surprises. Mais il y a des joueurs qui attendent son arrivée avec impatience, qui pensent que leur chance va être là. Cherki. Parce que Cherki, à un moment, il est dragué par l'Algérie. Il doit choisir entre l'Algérie, la France et tout. Il choisit la France. Il choisit la France. Il y en a certains, ils ont choisi la France, non pas parce qu'il allait leur arriver avec Deschamps, mais avec l'idée que Zidane arrivait derrière et que ça pouvait, par rapport à son profil, leur donner plus de chances, eux, d'être des joueurs importants de cette sélection. Eric, tout est acheté ou pas? Non, bien sûr que non. Il y a des joueurs qui vont arriver, qui vont se montrer. Après, Zizou, il faut attendre, et on s'emballe, mais moi il faut une patte, on verra ce qu'il va décider au niveau du projet de jeu. Enfin, peut-être il sera différent. Là, il y aura moins de pression, Eric, parce que si Deschamps avait été champion du monde, c'est comme Boubka qui mettait la barre à 6-14. Mais Mélanie est arrivé. T'es obligé de la mettre à 6-14, je sais pas, on est passé à du Plantis. Je suis resté sur Boubka. C'est incroyable. T'en touches à tout, en fait, à tous les sports. Il aime beaucoup. Touche à tout, c'est un peu mon
une de mes signatures. Merci à tous d'avoir Merci été à nous vous. dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Merci mon cher Nabil. merci, Stéphane. Joseph, surtout dans 2 minutes, il y a Angleterre-Argentine. Exactement. Merci de votre accueil et de votre bienveillance pendant toute cette Coupe du Monde. Avec grand plaisir, Merci mon à cher vous. Nabil. Merci pour les analyses. Merci Eric d'avoir été avec nous. Merci Manu. Et puis merci, Joseph. les tontons du mondial version Nabil Djellit, Eric Blanc et Manu Galasso. Ce sera de retour, ne vous inquiétez pas. Et tout de suite, c'est le Festival d'Avignon, le Off d'Avignon avec Christophe Meillan. Merci à tous.